commencer, je voudrais vous remercier pour le temps que vous nous accordez pour cet entretien. C'est très important pour nous, pour notre agence. Moi, je représente l'agence russe RIA Novosti. C'est une agence qui appartient à l'État. Et donc, je suis venu spécialement pour couvrir ce conteneur de relations entre nos deux pays. Et pour commencer, Monsieur le Président, je voulais vous demander de répondre à nos questions en ce qui concerne ce conteneur de l'établissement de relations entre la Russie et le Congo. Vous étiez, comme on l'a vu hier à la foire, à l'exposition, vous étiez à l'origine de ces relations. Vous avez effectué plusieurs visites à Moscou, quand c'était l'Union soviétique, quand c'était la Russie. Et à votre avis, quelles leçons peut-on tirer de l'histoire de cette coopération de longue durée? Bien, on doit d'abord tout de suite dire que nous n'avons pas été à l'origine l'établissement de ces relations. Ce sont nos prédécesseurs qui, au cœur même de la guerre froide, parce que les années 60 ont été fortement marquées par la guerre froide et les luttes de libération des peuples dans le monde, et notamment en Afrique. Et à cette période-là, l'Union soviétique s'était engagée aux côtés des peuples d'Afrique en lutte pour leur libération. Et c'est donc dans ce contexte global que nous avons établi les relations diplomatiques et signé des accords de coopération dans tous les domaines diplomatiques, politiques, économiques, et social et culturel, avec des résultats très importants. Et hier, l'ambassadeur de Russie nous parlait de la formation de plus de 7000 cadres supérieurs en Union soviétique. C'était pour donner un exemple. J'ai même oublié le côté militaire. Donc, on peut dire que cette période de nos relations a permis le renforcement de l'amitié entre nos peuples, les peuples de Russie et congolais. Ouais, vous voyez, il y a eu au milieu de nombreux mariages. Et il y a de femmes soviétiques qui sont mariées avec de nombreux étudiants congolais, de femmes russes qui sont ici. Et il y a de nombreux enfants au milieu. Donc voilà deux peuples qui se sont ainsi retrouvés dans les luttes et se sont mutuellement soutenus. Et donc, nous pouvons aujourd'hui nous réjouir de ce que 50 ans de relations entre la Russie et le Congo ont donné de très bons fruits. Voilà pourquoi hier, nous avons tenu à marquer cette étape comme une étape importante dans l'histoire entre nos deux pays. Et, Monsieur le Président, pour les perspectives du développement de ces relations, comment vous les voyez? Je pense que malgré les changements intervenus dans le monde, et notamment après la chute du mur de Berlin,
et les changements aussi intervenus en Russie et au Congo. Et dernièrement, en novembre 2012, à Moscou, nous avons eu, le président Poutine et moi-même, des entretiens très importants et qui ont permis de relancer cette coopération. Et aujourd'hui, je pense qu'après ces entretiens et des orientations données, nos relations vont connaître un nouveau départ, s'il faut le dire ainsi. Et d'ailleurs, nous annonce dans les prochains mois la tenue d'une grande commission mixte entre la Fédération de Russie et le Congo. Et je crois que au cours de ces rencontres, on ira au plus près des projets et des objectifs. Et je crois qu'on marquera encore d'autres points. Et quel domaine vous privilégiez dans ces relations, c'est-à-dire hydrocarbures, industrie, commerce ou les relations militaires? Qu'est-ce qui est le plus important pour le Congo? Dans tous les domaines, parce que nous visons l'émergence d'ici à 2025. Et dernièrement, nous nous sommes retrouvés avec les 5 pays des BRICS, donc dont la Russie et en Afrique du Sud. Et les 5 pays des BRICS ont déclaré qu'ils allaient créer une banque pour le développement de l'Afrique et notamment pour le développement des infrastructures de base. Vous savez, en Afrique, c'est ce qui manque le plus. Le NEPAD l'a d'ailleurs souligné. Il manque en Afrique des infrastructures de base sans lesquelles on ne pourrait pas réellement aller au développement. Donc, avec la création de cette banque des BRICS, nous pensons que la Russie va jouer un rôle important dans le développement des infrastructures en Afrique et donc aussi au Congo. Mais nous entendons coopérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tous les secteurs, des hydrocarbures ou de l'agriculture, des mines, des forêts, de l'éducation, de la formation des hommes, parce qu'il n'est pas possible d'aller à l'émergence sans la formation à tous les niveaux des hommes compétents. Donc nous entendons œuvrer dans ce sens au renforcement de la coopération entre le Congo et la Fédération de Russie. Il faut dire que depuis les derniers 50 ans, votre pays, le Congo, il a beaucoup changé. C'est un pays où prévalent la stabilité politique, le développement économique rapide, et le progrès social important. Dites-moi s'il vous plaît comment vous voyez le Congo d'aujourd'hui et quelles tâches, quels objectifs vous fixez pour le futur dans le domaine social et économique? Bon, comme vous le savez, notre pays a connu une période très difficile. Il y a une quinzaine d'années avec une guerre civile qui a détruit des pans entiers de notre patrimoine économique et social. Il nous a fallu de grands efforts pour ramener la paix, la stabilité, la réconciliation nationale. C'était une démarche politique importante. Aujourd'hui, notre pays a recouvré la paix, la sécurité, la stabilité, la vie politique normale et a engagé des programmes importants de développement des infrastructures, de développement de manière globale. Et nous disons que dans le cadre de la recherche de l'émergence d'ici à 2025, nous voulons nous engager dans
le programme de modernisation et d'industrialisation du pays, d'industrialisation qui va s'appuyer sur le développement de l'agriculture, donc de l'agro-industrie, le secteur forestier, le secteur minier. Et donc nous pensons que notre pays a ses atouts pour aller vers la modernisation et l'industrialisation, mais dans le travail. Vous voyez, c'est là où je dois dire à tous mes compatriotes que nous ne pouvons pas atteindre ces objectifs sans des sacrifices importants et sans un gros effort dans le travail. Il faut travailler davantage. Et je pense qu'avec des efforts de ce genre, nous atteindrons nos objectifs. Et, si on parlait de l'aspect régional, votre pays fait partie des organisations régionales de Centrafrique, le CEMAC. Ces pays continuent à œuvrer davantage pour l'intégration. Comment vous trouvez ce processus? Où est le Congo dans ce processus de l'intégration de ces pays? Oui, vous savez, nous accordons une grande importance à cette question. Parce que, comme vous le voyez, à travers les décisions des colonialistes à Berlin, l'Afrique a été morcelée en petits territoires. Chaque puissance coloniale, c'était comme au ciseau, comme ça. Et chaque puissance coloniale a pris un petit morceau. Et les peuples étant les mêmes dans cette sous-région d'Afrique, on peut considérer que s'il y a un grand pays, c'est la RDC, et qui à l'époque était même considérée comme la propriété privée du roi des Belges. Mais sinon, les autres pays sont des petits bouts de territoire qui ne sont pas en réalité viables économiquement. Même notre pays, avec quelques 4 millions d'habitants, ce n'est pas suffisant pour faire vivre une réelle économie. Donc, l'État même étant à la création de grands ensembles, que ce soit en Asie, en Amérique et ailleurs, en Europe, tout le monde travaille pour créer des grands ensembles. Et on ne voit pas pourquoi l'Afrique, qui a été morcelée par les forces extérieures, pourrait échapper à cette logique. Donc nous travaillons fortement pour arriver à l'intégration en Afrique centrale. Notre pays, d'ailleurs, occupe de ce fait une position centrale. Voilà pourquoi il est considéré comme un pays de transit. Il est ici au centre. Vers l'est, vous voyez, il y a la RDC, il y a le Rwanda, le Burundi. Et plus au sud, il y a l'Angola. Et à l'ouest, il y a le Gabon, Sao Tomé, Principe, le Cameroun, et plus au nord, la RCA et le Tchad. Nous sommes au centre, considérés comme un pays de transit, et nous pensons que nous pourrions jouer un rôle important dans le cadre d'intégration de la sous-région d'Afrique centrale. Il faut dire aussi que la diplomatie congolaise et vous, personnellement, vous êtes très impliqués dans la résolution pacifique de plusieurs crises en Afrique. Notamment, vous êtes le médiateur dans le conflit centrafricain. On dit que Brazzaville, j'ai entendu ça plusieurs fois, est devenue la capitale diplomatique de l'Afrique, en quelque sorte. Donc, comment vous voyez ces processus, surtout en Centrafrique, et
euh, comment vous voyez le règlement dans ce pays? Bon, mais écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de paix, de sécurité et de stabilité, je ne vois pas comment les peuples pourraient aller au développement. Et voilà pourquoi, que ce soit dans le cadre de la CEMAC, de la CEAC et même des Grands Lacs, et nous travaillons activement pour que la paix, la stabilité et la sécurité règnent. Et nous contribuons comme nous le pouvons à la recherche des solutions aux crises là où elles apparaissent, notamment à RCA. D'ailleurs, demain, si vous êtes à Brazzaville, vous assisterez ici, demain, dans la matinée, à la réunion du groupe international de contact sur la RCA. Et c'est tous les partenaires internationaux qui vont se retrouver ici à Brazzaville. Ils se sont déjà retrouvés à Brazzaville une fois, et une autre fois à Addis Abeba et à Bangui même. Et c'est pour que cette question de la RCA continue de préoccuper la communauté internationale et que l'on n'assiste pas, comme cela est déjà arrivé, à une crise oubliée, un événement venant à chasser un autre. Et nous travaillons fortement pour que la crise que connaît ce pays, qui est une crise sérieuse, ne soit pas oubliée et que la communauté internationale se mobilise fortement pour aider ce peuple à sortir de cette impasse. Et nous pensons que si la communauté internationale se mobilise et apporte le soutien qu'il faut, d'abord il y a un défi sécuritaire, et l'insécurité dans tout le pays qu'il faut relever. La communauté internationale, l'Afrique a déjà donné le ton. C'était d'abord la communauté de l'Afrique centrale, puis l'Union africaine a pris le relais. Et il y a 6000 hommes de la région d'Afrique centrale qui sont à Bangui. Bon, il y a la France aussi qui a engagé 2000 hommes. Dernièrement, le secrétaire général des Nations Unies a lancé un appel pour qu'il y ait quelques 3000 autres pour qu'on atteigne un contingent de près de 10 000 hommes. Il y a donc ce défi sécuritaire. Faire qu'un pays qui n'a plus d'armée, plus de police, plus de gendarmerie, soit sécurisé. Et cela ne peut pas se faire si la communauté internationale ne se mobilise pas au plan sécuritaire. Il y a le défi humanitaire. Des populations par centaines de millions, on parle même plus d'1 million, qui sont déplacés soit à l'intérieur, soit réfugiés dans les pays voisins, dans le Congo, dans des conditions humanitaires épouvantables. Il y a donc un défi humanitaire qu'il faut relever. Il y a la réorganisation de l'État. C'est un autre défi. Si l'État ne fonctionne pas dans tous ces compartiments, on ne voit pas comment on pourrait aller vers une situation normale et vers des élections. Donc il y a ce défi qu'il faut relever. Aussi, bon, un défi politique. Comment les forces politiques peuvent-elles travailler dans la paix pour amener progressivement ce pays vers des élections et la mise en place d'institutions démocratiques. Et il y a même un défi judiciaire, parce qu'il faut que la justice fonctionne pour sanctionner
les délinquants, les criminels, etc. Donc, c'est un pays qui connaît une situation très difficile et le moment est effectivement venu pour que la communauté internationale se mobilise. D'ailleurs, comme l'a demandé le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et en ce qui concerne l'Union africaine, est-ce que vous trouvez que cette organisation fonctionne assez? L'Union africaine, oui, c'est une organisation qui fonctionne. Elle a ses faiblesses, mais elle a l'avantage de regrouper l'ensemble des États africains qui s'efforcent sur un certain nombre de sujets de parler d'une seule voix. On l'a vu dans les débats sur le changement climatique, l'environnement. On le voit sur les problèmes de la réforme des Nations Unies. Et on le voit aussi sur les questions économiques et même de sécurité collective, parce que l'Union africaine a une architecture de sécurité collective. Il y a un programme commun adopté par l'Union africaine à travers le NEPAD. Donc, progressivement, l'Union africaine essaye d'harmoniser ses vues et d'avancer. Avec la Russie, comme avec les autres membres permanents du Conseil de sécurité, nous discutons pour que la réforme des Nations Unies soit effective. Et sur ce point, il nous semble que la Russie soutient les revendications de l'Afrique autour de cette question de la réforme du système des Nations Unies pour que l'Afrique retrouve sa place. C'est le seul continent qui n'a pas de membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, par exemple. Mais pour le reste, la Russie coopère avec les pays africains, pris individuellement, je peux dire tous, et aussi directement avec l'Union africaine. Donc, je crois que les relations sont bonnes. Monsieur le Président, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Entretien. Et je souhaite que le prochain 50 ans de relations entre les deux pays soit encore plus fructueuse. Sûrement. Merci. Sûrement.